Alors, l'idée, c'est vraiment, hop, je commence directement par, pour comprendre les réactions comportementales, pour comprendre un comportement. L'idée, c'est de comprendre le cerveau humain. Déjà comme ça, si je vous demande de penser à un outil pour bricoler, à quoi est-ce que vous pensez spontanément? Un marteau Un marteau, et on est d'accord avec un manche en bois. en bois rouge. Et on ne sait pas trop dire pourquoi, on pense à ça en fait très spontanément. Et bien, l'idée, c'est de comprendre que c'est parce que alors, tout le monde n'a pas pensé à ça, hein. Certaines personnes ont pensé à, une clé ou à un tournevis, mais en gros, on peut dire aujourd'hui ce qui se passe dans le cerveau, parce qu'en fait, nous avons tous des idées induites. En fait, nous avons tous des images qui font partie d'un inconscient collectif et en fait, l'idée, c'est de se dire que le cerveau humain, c'est pas créatif en termes de comportement ou en termes de possibilités de comportement. Et pour pouvoir expliquer ça, ça veut dire qu'en gros, dans un contexte donné, vous avez un certain nombre fini de réactions possibles. Et pour pouvoir comprendre le pourquoi est-ce qu'on a un certain nombre de réactions finies possibles, je vais vous expliquer l'histoire rapidement du cerveau humain. Ce qu'il faut déjà garder en tête, c'est que le cerveau humain a 4 millions d'années dans sa forme actuelle. C'est-à-dire que notre cerveau, aujourd'hui, est vieux de 4 millions d'années. À sphère de vie, c'est pas énorme. Ce schéma que je vous présente est un schéma qui est faux, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, c'est pour que vous compreniez comment il fonctionne, mais gardez bien en tête, je vais vous montrer après une IRM. Ça, c'est, pour qu'on comprenne comment est-ce qu'il est structuré. Le cerveau humain, en fait, c'est structuré, de façon enfin voilà, avec le temps et aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, il y a des réseaux neuronaux un peu différenciés. On sait qu'ici, la zone que je vous présente, si vous voyez ma souris ici, on parle alors cerveau primaire ou reptilien, c'est autre chose, c'est le tronc cérébral, d'accord? Ça descend directement dans, dans la moelle épinière, en fait. Vraiment, c'est tous les réseaux neuronaux qui descendent dans le corps et montent, hein. C'est vraiment des va-et-vient, hein. Le système nerveux descend et monte, hein, ça va dans les 2 sens. Ça, c'est un système qui relie tous nos centres nerveux, hein. Tout passe par là, transite par là. Les neurones les plus longs transitent par ici, hein, parce que les axones les plus longs du corps mesurent plus d'1 mètre. Il faut savoir quand même que les axones, c'est le bout des neurones. Donc, tous nos gaines nerveuses transitent par là. Ce système ici fonctionne à 360 km/h. C'est vous dire, l'information va super vite au niveau de cette zone-là, qui est très proche de cette zone qui est le cervelet, hein. Ici, la petite zone rose. Le cervelet gère toutes nos fonctions vitales, on va dire le cœur qui bat, la pression artérielle, votre respiration, savoir s'il faut plus ou moins respirer, etc. Tout ça est géré ici. On a tendance à les relier dans mon métier, à se dire que tout ça fait partie d'une seule sphère qui gère, entre guillemets, la sphère du corps. Tout ce qui se passe dans le corps transite par là. Tout ce qui va dans le tronc cérébral permet de bouger, d'activer tous vos muscles, etc. C'est l'objectif, en fait, de cette partie du cerveau. Au milieu de ça, et c'est là où c'est un schéma, on parle d'un cerveau limbique. Voilà, c'est plein d'organes, parce qu'il y a plein de choses là-dedans. C'est l'endroit où il y a l'échange de fluides. Vous avez un corps calleux, vous avez plein d'organes dont l'objectif, c'est d'appréhender l'extérieur et d'avoir une réaction à l'intérieur par rapport à ce qu'on voit. Suis-je en danger? Suis-je dans une situation de confort? Est-ce que je suis totalement détendue ou pas? C'est géré par cette partie du cerveau, donc qui est vraiment au centre. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur ce schéma. C'est au centre du cerveau. C'est là où il y a la substance grise. Hein, c'est tout ça, c'est là. Le cerveau humain, ici, c'est là, on est dans le cerveau de la perception. On est vraiment dans qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, etc. Au-dessus de ça, et c'est ce que vous voyez ici en bleu, on parle du cortex ou néocortex ou cerveau supérieur, comme on veut l'appeler, peu importe. Vous savez, c'est le gros truc blanc avec les circonvolutions et donc 2 hémisphères, 4 lobes. Ce cerveau-là est un cerveau de planification. C'est le cerveau qui vous permet en gros de comprendre les mots, de comprendre notre sonorité de langue, de comprendre le sens des choses, de raisonner, de réfléchir, etc. Ce cerveau-là est dans la planification. Il fonctionne moins vite. Il faut le savoir, il fonctionne moins vite que le reste. Là, je vous disais, on est sur du 360 km/h. Ici, on est quand même max à 50 km/h. On peut aller jusqu'à 60, 65, mais on ne va pas beaucoup plus vite. Ce cerveau-là fonctionne avec beaucoup plus de ralentissement. Ralentissement étant un bien grand mot, hein, quand on regarde la sphère de cerveau, tout simplement parce que c'est un cerveau qui a besoin que les 2 autres le laissent fonctionner. Et ça, c'est important. Je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, sur une IRM. Alors ça, c'est une IRM d'une personne un peu âgée, je vous le dis, mais ça montre quand même bien, c'est pour ça que je vous l'ai pris, je trouve que ça fait une jolie image pour pouvoir comparer les 2 photos. Sachez bien sûr que cette trame de webinaire, vous l'aurez derrière, hein.
Ici, vous voyez, alors je vous montre ici le corps calleux, donc l'échange de fluide se fait ici. Et bon, alors on ne voit pas forcément hyper bien. Ici, vous avez l'hypothalamus, ici le thalamus, ici l'hypophyse. Et là, vous voyez le cortex. En fait, vraiment, l'idée, c'est de se dire que cette zone du cerveau, cette grosse zone-là, tout ce qui descend dans le corps, hein, vous voyez ici, hop, vous suivez la descente vers la moelle épinière, c'est le cerveau qui permet d'appréhender le fonctionnement de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Parce que, et c'est là où l'intérêt d'avoir une vision et une connaissance du cerveau d'il y a 4 millions d'années. Il y a 4 millions d'années, le cerveau humain n'avait absolument pas comme objectif de raisonner, de penser, etc. On était dans une sorte de communication, mais on n'avait pas d'intérêt à rester les fesses sur une chaise pendant des heures. Enfin, vous voyez, ce n'était pas du tout un fonctionnement classique. Donc, notre cerveau humain, il n'est pas prévu pour ça. Il n'est pas prévu pour ce qu'on est en train de faire, hein. Ces échanges qui durent 1 heure, etc. On a un cerveau qui est dans une perception. Et d'ailleurs, lui, son objectif à cette partie du cerveau, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de choses difficiles à vivre. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça induit dans la vie professionnelle de se dire qu'on a quand même, avant tout, un cerveau qui est dans l'interaction entre son environnement et nous-mêmes? Je vais vous donner la réponse parce que je sais que la question est compliquée. Mais à votre avis, est-ce qu'on décide ou est-ce qu'on réagit de façon tout à fait classique quand on est dans ce genre de situation? Alors, pour les plus jeunes, ceci est une photo de Nemo. Je le dis parce qu'on m'a dit que quand même Nemo a 20 ans, donc il faut aussi que moi-même je me mette à la page. Voilà, c'est une photo de marin. En fait, c'est issu du monde de Nemo, mais c'est une photo de marin, le papa de Nemo, avec Dory. L'idée, c'est de se dire que dans une situation de peur, de stress, parce que la peur et le stress vont ensemble, est-ce qu'on a vraiment des réactions classiques ou, dans ce genre de situation, est-ce qu'on a vraiment des réactions classiques? L'idée, c'est de se dire, bah, pas forcément, pas tout à fait. On va réagir de certaines façons. Pour cela, l'idée, c'est de se dire, et tout ça pour vous amener sur le fait que le cerveau humain, en fait, est prévu, c'est un organe perceptif. Donc, on est dans une perception et en fonction de comment moi je me sens, comment j'interprète le contexte autour de moi, je vais mettre en place certains types de réactions. Et pour aller un petit peu plus loin, en fait, je vais vous dire qu'il y a 2 systèmes de fonctionnement dans notre cerveau. Il y a un système qui est prévu pour fonctionner et agir vite. Penser, agir vite, système 1, c'est un système qui prend très peu d'énergie au corps, très peu d'énergie au cerveau, mais qui n'est pas forcément toujours le système le plus efficace. Et un deuxième système, qui est un système 2, qui est un système plus adaptatif, comme je vous disais, qui est celui plutôt du raisonnement, plutôt de la pensée. Et ces 2 systèmes, c'est vraiment d'un côté, on va dire, limbique reptilien, et de l'autre côté, le cerveau cortex. Il y a ces 2 systèmes qui s'affrontent, mais qui sont difficiles en fait à marier. Et pour pouvoir vous le mettre en pratique, je vais avoir besoin de quelqu'un qui aime bien jouer. Est-ce que quelqu'un aime bien jouer et voudrait jouer avec moi? Eh bien, sinon, Karine. Allons-y. Allez, ah bah super, merci beaucoup. Ceci est un test de Stroop. Et alors, c'est un test qui est connu des neuropsies. Et l'idée, c'est de vous illustrer le système 1 et le système 2. Évidemment, vous n'allez pas le faire toute seule. On va le faire avec vous. L'idée, c'est, pour pouvoir illustrer le système 1, je vais vous demander de lire les 2 premières lignes de ce test. Je vais laisser Jennifer, du coup. Il y a Jennifer qui avait mis oui dans le fil et on n'avait Ah pas ben, vu. Jennifer, Voilà, c'est c'est mieux. parti. Alors, Merci du Jennifer. coup, les 2 premières lignes, donc vert, rouge, jaune, bleu, violet, bleu, jaune, vert, violet, rouge. Bravo, on est d'accord, c'est hyper simple pour vous. Vous n'avez pas été en difficulté sur la lecture. Non. On est d'accord. Ouais. Ouais. Système 1, pas forcément de... Alors, c'est pas très confortable parce qu'on sent qu'il y a des couleurs, etc. Mais vous êtes dans un système 1 de fonctionnement, ça ne vous prend pas beaucoup d'énergie. On va illustrer le système 2, Jennifer, on va le faire avec vous. En fait, là, il va falloir lire la couleur des mots. Plus les mots, D'accord. leur couleur, d'accord? Sur les 2 premières lignes, hein, de la même façon. Ah oui. D'accord. Ouais, donc, rouge, bleu, vert, violet, jaune, rouge, violet, bleu, jaune, vert. Alors, comment c'était? Oui. Ça va demander plus de concentration. C'est plus C'est plus difficile. difficile.
Oui. C'est plus difficile, ça prend plus d'énergie, on est d'accord. Oui. Ça, c'est le système 2. Et on est d'accord que vous avez dû lutter dans votre cerveau à vous dire, ah non, faut pas que je lise le mot, il faut que je lise la couleur. Vous avez un C'est ça. moment, en fait, où le cerveau, il renvoie sur le système 1. Oui. Et du coup, on va essayer d'illustrer, est-ce que le système 1 et le système 2 fonctionnent en parallèle? Là, Jennifer, c'est le moment difficile, mais on est avec vous. L'idée, c'est de lire le mot, donc vert, puis la couleur, bleu, puis le mot, jaune, puis la couleur, violet. OK? Mot, couleur, mot, couleur. Exactement. Oula. Allez, on y va. Alors, Le mot. vert, bleu, jaune, Ouais. violet. Je sais plus. Je sais plus où j'en suis. Non, mais j'arrête la torture là. En fait, ce que je voulais vous montrer dans cet exercice, et merci beaucoup Jennifer de votre participation, parce que ce que vous venez de faire est très difficile, c'est de vous montrer que les deux systèmes de fonctionnement du cerveau ne sont absolument pas prévus pour fonctionner ensemble. On peut pas, en fait, on pense toujours qu'on arrive à alterner système 1 et système 2 en disant je peux aller vite et fonctionner dans ma routine et en même temps poser des questions et raisonner. Je voulais juste vous montrer et vraiment merci, on vous remercie tous Jennifer parce que c'est extrêmement difficile. L'objet c'est de vous montrer que nos deux systèmes de fonctionnement ne sont pas prévus pour fonctionner en parallèle. Et à votre avis, si on doit donner comme ça un pourcentage de fonctionnement, on utilise plutôt le système 1 ou le système 2 dans notre vie professionnelle? Le système 2, Le 2 dans le professionnel. je dirais. Alors, Le 1. Moi, j'aurais dit le 1 aussi. en vérité, et vous avez raison, hein, c'est vraiment le système 1 qu'on utilise préférentiellement. Comme vous l'avez vu, le système 1, il ne prend pas d'énergie. Et il faut imaginer que le cerveau humain, c'est avant tout un organe qui a besoin d'utiliser le minimum d'énergie. Le minimum. C'est un organe de survie. Un organe de survie n'a pas pour fonction de fonctionner énormément. Vous avez des organes qui vont, entre guillemets, un petit peu prendre le flot comme ça arrive. Hein. C'est un principe de la digestion, etc. Plus on mange, plus l'organe va fonctionner. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça du tout. Le cerveau, c'est lui qui diligente dans le corps qu'est-ce que j'ai comme énergie disponible. Et lui, son objectif, c'est de se dire, la veille, vous avez besoin de temps, je prévois temps et j'essaie de dispatcher. Là, les 3/4 de l'énergie du cerveau vont dans la posture, le corps, le fait d'être assis, de marcher, etc. 90% là-dedans. Digestion, respiration, etc. Il reste 10% pour faire fonctionner le cerveau dans nos interactions quotidiennes et dans nos raisonnements, etc. 10%, c'est pas grand-chose. Donc, son objectif au cerveau n'est absolument pas de vous amener sur ce système 2, vous avez vu, qui est plus difficile à mettre en marche, à raisonner, etc. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut dormir pour que les choses rentrent dans le cerveau? Tout simplement parce que ça nous permet de se dire qu'en fait, il dispatche l'énergie. Donc, il s'organise. Il en met un petit peu d'un côté, il en met un petit peu de l'autre, etc. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Je ne vous ai pas montré la slide d'avant, mais l'idée, c'est de se dire qu'on a un cerveau qui fonctionne dans une routine. On a mis en place jusqu'à à peu près nos 20 ans tous les circuits neuronaux pour pouvoir fonctionner, comprendre, apprendre, etc. Et une fois qu'on a appris, eh ben, on répète. L'objectif, c'est ça, c'est répéter, répéter, répéter. Et en fait, on est toujours dans des routines de fonctionnement. Et puis, on le voit, je trouve, beaucoup en vieillissant. On s'enferme de plus en plus dans certaines routines. Tout simplement, moins on peut utiliser d'énergie et mieux c'est pour le cerveau. Surtout si vous avez des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas, parce que je sais que c'est une partie voilà, qui peut laisser plein de questions, donc n'hésitez pas, je suis là pour répondre, si je peux bien entendu, à toutes vos questions sur ces sujets. Mais l'objectif de toute la présentation, c'est de vous amener sur un cerveau à donc un fonctionnement par la routine, par l'apprentissage, hein, parce qu'on a appris dans notre jeunesse. Et le répertoire comportemental, ça a été appris jusqu'à à peu près 22-24 ans aujourd'hui. Et à partir de là, vous avez préenregistré toutes vos réactions, celles que vous appliquerez dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous y êtes soumis forcément. Ça ne veut absolument pas dire que, quoi qu'il arrive, vous aurez ces réactions. Simplement, ça va prendre un travail supplémentaire à partir de là pour pouvoir modifier vos comportements. Et ça prend le temps de la conscientisation, de la pratique, etc. Et tout ça peut durer un petit peu dans le temps. Alors, quel est le lien entre donc, le handicap, le comportement? Donc, je vais vous parler plutôt éthologie moderne, c'est-à-dire que vraiment, le métier que nous avons dans les entreprises, c'est d'essayer de comprendre les comportements. Quand on comprend qu'on a appris les comportements, on est plutôt routinier
et on est plutôt perceptif, ben, on se rend bien compte qu'on peut avoir des comportements qui sont inappropriés parce qu'on n'est pas arrivé dans la vie avec une espèce de map de qu'est-ce qui va se passer et de à quelle sauce on va être mangé. Et donc, du coup, ben, on peut mettre en place, et le handicap peut faire ça, on peut mettre en place des réactions qui ne sont pas les bonnes. En ça, la discipline de l'éthologie moderne n'est pas très connue en France pour plein de raisons qui sont plutôt historiques. Mais déjà, rien que si on regarde le schéma des sciences sociales aujourd'hui tel qu'il a été préparé et présenté par Michel Foucault dans Les mots et les choses de 66, déjà on se rend bien compte qu'il y a quand même juste une problématique globale sur l'organisation des sciences sociales répartie entre mono, bi et multi. Aujourd'hui, l'éthologie ne se reconnaît absolument pas dans ce fonctionnement-là. Il y a une deuxième map qui a été faite, donc aujourd'hui sur lequel on s'appuie plus, qui est l'état des sciences cognitives. Il faut savoir que l'éthologie moderne est à la croisée des chemins entre la biologie et les sciences et les neurosciences et la psychologie cognitive. En fait, on est vraiment au milieu de tout ça, parce que l'éthologie, c'est plutôt une science qui vient à la base de la biologie, mais sur l'être humain, ça n'avait pas trop de sens de n'être que sur la biologie, puisque l'être humain est un être de contact et d'échange, donc il fallait plutôt aller sur le côté psycho. Et en fait, on est sur une science qui est un peu au milieu. Pour vous la positionner, on est un peu par là. Donc, voilà. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop compliqués, c'est juste vous dire que l'éthologie, c'est quoi? C'est une science qui se dit, c'est dommage d'accepter des scissions entre les sciences pour étudier un même objet. En fait, c'est une science qui est plutôt dans la réunion de toutes les sciences en se disant il faut prendre le bon partout et essayer de mettre en place des systèmes de fonctionnement qui nous permettent d'être fonctionnels, d'être utiles, d'être applicables et d'être répétitifs. Voilà. L'éthologie, c'est la science du comportement dans un habitat naturel, dans un contexte naturel. C'est comment je réagis quand. Voilà. Et notre boulot, à nous, c'est de venir voir les gens quand ils sont en situation et de travailler avec eux les répercussions comportementales, tout simplement, pour permettre en fait toujours du lien et du lien. La meilleure personne pour parler d'éthologie, c'est Boris Cyrulnik, et je vais me permettre de vous présenter vraiment 20 secondes d'une petite vidéo. Alors, je pense que j'ai arrêté le partage, j'espère que ça va marcher. Je ne suis pas toujours la plus douée et je m'en excuse sur l'informatique. Ça doit être bon, Anne. C'est bon. Alors, attention, je vais essayer de vous lancer la vidéo. Vous me dites. On y a accès. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas le son. Ah, vous m'entendez pas? Alors, attends, je vais essayer de refaire le truc. J'ai dû évidemment pas cliquer sur le bon bouton. Il me dit inclure le son de l'ordinateur. Hop. Là, vous voyez la vidéo? Oui. Allez, je mets le son. Ces dernières années, pour Le toutes son, les c'est bon. études que vous avez fait en éthologie humaine, l'éthologie, pour la plupart des gens, c'est pas l'étude des humains, c'est l'étude du comportement des animaux dans leur milieu naturel. Vous avez d'ailleurs commencé par ça. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir étudier les humains? La distance, puisqu'on parlait d'humour, eh bien la distance aussi intervient en éthologie, c'est-à-dire que ou bien on étudie les humains par l'intérieur, et ils nous font croire que les mots leur permettent de traduire leur monde intérieur, mais ce n'est pas toujours vrai. Les mots servent aussi souvent à se masquer, et je me suis dit que le fait d'observer les gens malgré le discours qu'ils tenaient permettait souvent de voir des choses qu'ils ne voulaient pas montrer. Et ça, c'est la démarche éthologique. Donc je me suis dit que la formation que j'avais en éthologie animale pouvait s'appliquer aussi à l'homme en tant qu'être vivant, parce que l'homme est un être de parole, c'est sûr, mais c'est aussi un être vivant. Et il lui arrive très souvent de laisser échapper des signes, des petits comportements, des indices qui permettent de savoir qui il est à son insu. Est-ce que vous avez toujours eu... Voilà, c'était vraiment cette petite partie voilà, de la vidéo que je voulais vous montrer pour recaler. C'est quoi la démarche d'éthologie? C'est ça, c'est vraiment de se dire que on est là pour comprendre l'être humain à travers les comportements en fait, qu'il met en place. Je vais essayer de reprendre la présentation. C'est bon. Je pense. Ça va? Ah bah Oui. super. Je peux repartir. J'ai évité le temps. Hop, donc l'idée c'était vraiment que vous voyez, voilà, notre métier à nous c'est l'éthologie. On ne connaît pas tellement l'éthologie de façon globale, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de découvertes dans l'éthologie moderne? Pas tellement, hein, c'est assez rare qu'on me dise oui. Moi, non, j'ai pas de réaction. Non. Non? Alors, Jennifer dit non. non, hein, c'est pas. Non, En fait, non. c'est vrai que c'est comme c'est une science qui est. On est toujours, quand on est éthologue, on est toujours multicasquette. On est forcément. Donc moi, je suis une neurobiologiste de première formation, et puis on a toujours différentes casquettes. Donc en général, en fait, on attribue les recherches en éthologie
à la science primaire, en fait, à l'autre science, tout simplement. Je vais vous donner Mais un exemple tout simple. Oui. quelle est finalement la différence entre l'éthologie et la sociologie finalement et l'analyse comportementale des gens dans un milieu? Eh bien, tout simplement, la sociologie va partir du principe qu'on étudie le groupe, là où l'éthologie va D'accord, étudier un individu dans le groupe. Mais vous avez raison, c'est très d'accord, proche. Et ok, vraiment, on s'appuie sur toutes les sciences sociales. Là-dessus, on utilise les démarches de sociaux, l'attention flottante, etc. Tout ça vient de la sociologie. On a vraiment l'idée de se dire, puisque les autres sciences comprennent l'être humain d'une certaine façon, nous, on rassemble tout le monde. En très gros, on va vous dire que c'est la science un peu multi, voilà, de base. d'accord, ok, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a une chose qu'en fait, on connaît de l'éthologie moderne aujourd'hui. Les bébés sont aujourd'hui anesthésiés quand ils sont opérés avant 3 mois, ce qui n'était pas le cas avant les années 80, puisque la première anesthésie de bébé date de 82. Avant, on pensait que le système nerveux central des bébés n'était pas fonctionnel. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était un être qui ne ressentait rien. Et donc, je vous ai mis les différentes études qui ont amené à comprendre et puis à positionner le fait qu'un bébé, même intra-utérin, le bébé a des ressentis donc corporels et physiques. Donc la douleur, il la ressent. Le système nerveux central, même s'il n'est pas mature, a des ressentis forts. Depuis, les bébés sont anesthésiés. Il y a plein de petites recherches en fait comme ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que l'objectif, c'est pas non plus de rentrer dedans, mais sachez que le postulat de base de l'éthologie, c'est de dire tout n'est pas en mots. Voilà. Nous, on pense réellement en éthologie qu'on donne une importance trop importante aux mots et on se dit il vaut mieux regarder l'intérêt d'un comportement dans une réaction, dans un contexte donné et quelles sont les intentions des gens. Pourquoi les gens font ci, font ça, pourquoi ils se positionnent de telle et telle façon. Ça, c'est notre travail à nous et c'est l'idée de pouvoir justement expliquer des comportements et je vais essayer justement d'aller vers ça. Pourquoi on dit l'importance des mots? Ça, c'est assez connu, hein, ça vient de CMA Formation. Entre ce que je veux dire et entre ce qui est retenu par mon interlocuteur, et ça marche dans toutes les sciences sociales, il y a 80% de pertes. D'où le fait de se dire l'importance des mots est totalement surestimé dans l'interaction humaine. Ce qui marche, en tout cas, ça c'est notre postulat dans l'école d'éthologie humaine. Ce qui marche surtout, c'est est-ce que j'ai une voix douce ou pas? Est-ce que l'intonation de ma voix est sympa? Et est-ce que je gigote? Est-ce que j'ai une gestuelle qui est retenable, entre guillemets? Si je suis totalement amorphe, normalement, on le voit tous, quelqu'un qui a une voix monocorde et qui ne bouge pas, en fait, endort son public, tout simplement, parce que c'est le principe de la communication humaine. Il faut du mouvement et il faut une intonation de voix. Et ça, je vous le donne aussi, plus du côté où vous êtes, vous, devant des gens qui sont dans des situations particulières, vous serez mieux retenu si vous avez cette intonation qui monte, qui descend, etc., qui est vivante, et une gestuelle particulière. Et puis le reste, c'est plein de petites choses que le cerveau va chercher à décoder, comme les micro-expressions, certains tripes visuels. Alors, visuel autre, c'est quoi? C'est si vous avez un rouge à lèvres d'une certaine couleur, des boucles d'oreilles un peu fantaisie, bon, pour les filles, mais des coupes de cheveux, des vêtements, etc. C'est tout ce qui va être de l'ordre de la sphère visuelle. Les odeurs rentrent aussi, donc ça c'est en face à face évidemment. Et pour 10%, hein, dans la communication humaine, l'importance, c'est les mots. Et je vais vous donner un exemple tout de suite, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on se rappelle de cette politique? Voilà. De quoi est-ce qu'on se souvient de cette politique-là? Bon, c'est pas pour faire un débat politique, mais vous voyez, premier truc qui nous ramène à Donald Trump, ce sont ses réactions et puis certaines bêtises qu'il a pu dire. Tout ça pour amener sur comment est-ce qu'on peut comprendre un comportement dans un contexte particulier et pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette analyse comportementale pour vous aider dans votre quotidien de travail. Alors, j'aime beaucoup cette petite image, oui, qui est vraiment là pour détendre l'atmosphère, mais c'est vraiment de se dire, en fait, parfois, quand on a du mal à exprimer, à comprendre, quand on vit mal quelque chose, on peut avoir une réaction qui peut être soit apparentée à quelque chose d'agressif, soit quelque chose d'amorphe, soit un truc un peu difficile à décoder pour l'extérieur. Parce que la personne face à nous n'a pas toujours accès à nos intentions et à toute la vie qu'on se raconte. Vous savez, cette espèce de valoche de la vie qu'on accepte plus ou moins bien et qui nous amène parfois à être en difficulté dans notre quotidien parce qu'il faut, même si on ne se sent pas correspondre au moule, on n'a pas le choix que d'essayer d'y rentrer dans ce moule-là. Et parfois, on va mettre en place des réactions qui ne sont pas une réaction sur l'instantané, mais qui sont en fait en lien avec plein de choses qui nous sont arrivées dans la vie. Et que, voilà, on n'a pas toujours, à nouveau, je le dis, on n'a pas le code de qu'est-ce qui va se passer,
comment va être la vie pour nous, comment est-ce que je vais réussir à dépasser ou à accepter certaines situations. Et du coup, nos comportements, ils sont très, très, très souvent inconscients. Je ne dis pas toujours, parce que c'est très souvent, mais en gros, on dit qu'on a sur une journée à peu près 15% de conscience de nos comportements et de nos réactions. 15%, ce n'est pas énorme. Et plus il va y avoir du stress, plus il va y avoir, on va dire, une situation de émotionnellement vive, et c'est pour ça que je vous montrais le cerveau tout à l'heure, plus le cerveau, entre guillemets, limbique est sollicité, moins l'axe de raisonnement est capable de fonctionner. C'est pour ça qu'on a vu les deux systèmes. Donc, si je suis en stress, je vais mettre en place un truc un peu routinier parce que je n'ai pas l'énergie pour gérer et le stress et de la cognition, sociale ou autre, peu importe. L'idée, c'est de se dire qu'un comportement n'est jamais déraisonné. Et ça paraît hyper difficile parce que je l'entends tout le temps. Il ne se rend pas compte. Il fait ça, mais il ne se rend pas compte. En fait, la personne n'a pas forcément accès à ce que vous racontez d'un comportement, mais tout comportement a une raison d'être. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne sait pas vous expliquer pourquoi il a eu telle ou telle réaction. Ça existe si dans les maladies où on a perdu le sens des choses, mais sans ça, quand on est en pleine possession de ses moyens, on sait expliquer pourquoi on réagit de telle et telle façon. Et c'est parce qu'il y a une perception, parce qu'il y a des ressentis, des historiques, et qu'il y a ce qu'on appelle un inconscient dans la relation, quelque chose que vous prenez en tant que personne en face des personnes en situation de handicap, mais qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas dit. Et du coup, c'est ça qui amène une grosse difficulté parfois, parce qu'il y a le vécu en lien avec le handicap. Il y a plein de choses autour de ça. Je dis ça, mais il n'y a pas que le vécu. Il y a aussi la médication. Il y a aussi, si la personne, elle est ou pas à l'aise avec son handicap, tous les handicaps ne mettent pas de la même façon à l'aise. C'est-à-dire qu'on peut très, très mal vivre certains handicaps psychiques. Ça peut être difficile parce qu'on sait que dans le rapport à l'autre, la personne peut avoir peur, etc. En tout cas, c'est vraiment de se dire qu'il peut y avoir un impact. Il peut y avoir un impact dans notre façon à nous de voir les choses, dans ce que ça impacte, comment on a appris son handicap, ça va rentrer dans l'histoire aussi. Et de comment moi, je gère ça. Est-ce que moi, j'ai la force pour pouvoir avancer sur ces sujets, etc. Est-ce que les autres nous renvoient? Bien entendu. Du coup, et là, on va se poser un petit peu parce que l'idée, c'est vraiment là maintenant qu'on en parle ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre les réactions des personnes en fonction des situations de handicap. Alors, déjà, la première des choses pour vous, c'est de se dire que dans un classique de vie, on attend un comportement dans un contexte et une façon de les exprimer. Et c'est vrai que si on n'a pas ces 3 cases bien cochées quand on veut nous expliquer des difficultés, si ce n'est pas très codifié, on a des difficultés, on va tous avoir une posture un peu de rejet parce qu'on va se dire soit le comportement n'est pas le bon, la personne par exemple qui va être trop sollicitante, qui va envoyer trop de mails ou qui va dans l'autre sens pas répondre et être très distante. Le contexte, c'est-à-dire qu'on attend quand même que la personne nous réponde quand on est en face à face ou soit, voilà, on va attendre quand même qu'elle suive une codification de base et qu'elle utilise des mots qui soient avec des intentions plutôt neutres. En fait, on n'aime pas spécialement les affres émotionnelles, on n'aime pas forcément les gens qui vont nous embarquer dans tout ce qui se raconte. Donc, vous voyez, déjà, pour pouvoir exprimer que ça ne va pas, il y a une codification. Le principe, parfois, de quand ça ne va pas, c'est qu'on a du mal, en fait, à exprimer les choses. On a du mal à les comprendre nous-mêmes. Ce n'est pas parce que je vais mal que je sais dire ce que j'ai, comment je vais, etc. Vous voyez, cette phase de conscientisation, elle n'est pas toujours faite. Et du coup, ça nous amène plein de réactions dans des contextes, parfois des réactions qu'on comprend mal et qui ont, voilà, tout ça au moins comme facteur d'explication, l'environnement, des ressentis, une situation, des valeurs, convictions, des interactions, etc. La liste, elle est infinie. Le pourquoi un comportement a énormément de facteurs déclenchants. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, dans cette slide-là, l'idée, c'est vraiment que je m'appuie aussi sur vous, sur vos historiques, sur ce que vous avez déjà vécu pour comprendre que, en fait, quand je vis mal quelque chose, je prends sur cette slide l'exemple de l'acceptation du handicap, mais j'aurais pu prendre plein d'autres sujets. Dans l'acceptation du handicap, vous aurez déjà des gens qui vont être dans des comportements d'évitement, à un extrême. Le comportement d'évitement de base, il est hyper simple. C'est la personne, vous lui dites en partant, alors j'attends de vous la semaine prochaine que vous reveniez avec un CV, une lettre de motivation, etc. La personne, elle vous dit, oui, pas de souci, aucun problème, ça va être fait.
Et puis la semaine d'après, la personne, elle s'excuse pas tellement en général, mais elle va juste vous dire ah là là, j'ai pas eu le temps, il s'est passé plein de choses, j'ai eu trucs à faire, etc. Et c'est toujours des choses qui l'ont occupé à peu près 1 heure par jour. Voilà. Donc il y a ça, c'est les stratégies comportementales d'évitement. La personne en fait qui se noie dans un verre d'eau, qui a du mal à faire les choses. Ça, c'est un comportement qu'on voit énormément et qui est en lien avec la difficulté d'accepter les situations de handicap ou en tout cas les répercussions. Tout simplement, elle a du mal à se confronter. De l'autre côté, quelle réaction est-ce que ça, on peut avoir? Quelle réaction on peut avoir nous quand on est du côté, quand on est côté Cap emploi? Qu'est-ce qu'on fait dans les situations d'évitement? Spontanément, hein. Vous, ça vous donne envie de faire quoi? Ouais. Moi, je relance la personne, Mmh. j'insiste. D'accord, oui, c'est pas une mauvaise façon de faire, vous avez raison Carole. Effectivement, le fait de On peut pouvoir f être dans, une répétitivité. Oui. on peut faire avec. Faire avec, c'est vraiment la posture qui va être la plus efficace. Quand vous repérez des situations d'évitement, vraiment, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est faire avec tout simplement. Ça sous-entend une anxiété. Hein, franchement, il faut repartir de la base. Pourquoi la personne est dans l'évitement? Elle a l'impression qu'elle n'est pas capable. Si on lit la petite ligne en dessous, le faire avec, ça va être vraiment la meilleure réaction. Si vous voulez faire avancer le schmilblick, parfois, on peut aussi se dire, il faut que la personne, elle apprenne à faire toute seule. Il faut qu'elle dépasse ce cap-là. Voilà, après, ça dépend vraiment. Là, c'est du situationnel, comme je dis, c'est une jauge. Mais après, c'est un peu à vous de voir à quel moment est-ce que la personne elle a besoin qu'on fasse avec ou à quel moment il faut qu'on la relance et qu'on justement on travaille au maximum sur son autonomisation. C'est-à-dire que vos deux réponses, elles sont tout à fait cohérentes. Juste après, vous avez les comportements de déni. Alors ça, c'est un peu différent. Je ne sais pas si vous avez... Oui, Jennifer. Oui, moi je me demandais, est-ce que ça peut être efficace d'essayer de demander à la personne qu'elle verbalise pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a posé problème. Enfin, elle a les raisons qu'elle indique au début, elle a hésité, mais est-ce que ça peut être intéressant enfin, voilà, de verbaliser que voilà, elle a eu des difficultés pour telle raison, ou alors est-ce que c'est très très compliqué ça, comme pour la personne justement qui évite? C'est une super question et je vous en remercie, Jennifer. Parce que effectivement, j'aurais pas tendance à vous conseiller dans les situations d'évitement de demander à la personne pourquoi. Les raisons sont toujours des raisons assez inintéressantes. En fait, quand on regarde, la personne, elle va chercher, vous savez, comme les enfants qui sont pris dans le pot de Nutella, quoi. Ils vont chercher des raisons et donc parce que il y a la belle-mère qui est arrivée à l'improviste. Pardon? Oui, non, je vous écoute, je vous écoute. Non, pas de souci. Du coup, il va y avoir des raisons, mais ces raisons, en vrai, elles vont pas forcément vous donner le sens. Voyez? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est vraiment dans des postures d'évitement. La personne n'a absolument pas conscience qu'elle évite. Ce que je vous dis là, tout ça est D'accord. totalement inconscient. La personne, en fait, elle a l'impression qu'elle a essayé, hein, parfois, en plus de bonne foi. Hein. Ça peut tout à fait, voilà, elle pourrait presque vous le dire qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Le fait est qu'il y a à l'intérieur, en fait, une espèce de telle anxiété qu'elle va être dans une espèce de rejet. Il ne faut pas que j'y aille parce que c'est trop d'angoisse et si j'y arrive pas, en fait, on va s'en rendre compte. J'ai vu qu'il y avait une main levée, je vous donne la parole tout de suite. Déjà, Jennifer, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Après, je me dis, donc, ce que vous dites, c'est que la personne, elle est tellement angoissée qu'elle va éviter, mais elle n'est pas en capacité de dire que ça l'angoisse, c'est ça? Exactement. Elle ne se rend pas compte que c'est une... Alors, il y en aura. Après, c'est comme tout, je ne peux jamais dire 100%. Vous aurez toujours une partie des gens qui sont très conscients de leur situation et qui vont vous dire « j'y arrivais pas, ça m'a fait peur, etc. » Mais c'est une infime partie. Le reste, ils vont vous expliquer qu'ils avaient des courses à faire et que ça leur a pris énormément de temps. Vous voyez, il y a vraiment ces deux possibilités-là. Et j'aurais tendance à vous dire, pour garder le lien, parce que nos métiers sont dans le lien avec l'autre, il vaut mieux dire « ok, pas de souci, vous n'avez pas eu le temps, je vous propose qu'on s'assoie ensemble et on va le faire. »
Je vais vous donner les premières bases et puis après, vous allez faire le reste. En fait, c'est mettre le pied dans la porte, se dire on commence ensemble et après, on fait. Et vous pourrez en parler une fois que la personne aura dépassé cette situation de peur, une fois qu'elle aura fait la chose que vous lui demandez. Vous pourrez revenir dessus et lui dire, vous voyez, j'ai senti que vous aviez peur. Et là, la personne sera en capacité cognitive de le dire. Encore une fois, quand on est sous stress, le cerveau, il n'est pas dans une cognition, il n'est pas dans le raisonnement. Il est dans, il faut en gros que je m'échappe, hein, d'où l'évitement. Je fuis, c'est une réaction de fuite. Et On a Louisa qui dit, hein, il faut l'encourager, poser les choses avec elle. Tout à fait, exactement. Mais je vous conseille de le faire dans une temporalité, une fois que l'obstacle est dépassé. Revenir dessus pour lui montrer qu'elle a la capacité de faire. Et là, on est dans une démarche d'autonomisation. Et j'ai vu quelqu'un qui avait levé la main. Stéphanie Guidez. Stéphanie, je vous écoute. Alors, je rebondis un petit peu. Alors, en effet, faire avec, c'est une chose qui me paraît intéressante. Il y a certaines situations où faire avec, puis faire avec, puis faire avec, puis faire avec, on finit par booster la personne en disant, bon, si vous voulez continuer l'accompagnement, à un moment, faut que vous soyez un petit peu acteur aussi de votre recherche pour ce qui est de la recherche d'emploi ou en tout cas d'avancer sur les dossiers de notre côté. Mais quel impact ça peut avoir du coup de booster un petit peu la personne? Alors évidemment pas forcément tout de suite, mais au bout d'un certain nombre de tentatives d'avancer. Si la personne ne fait vraiment rien, à un moment, il peut presque y avoir la menace d'on va fermer le dossier, quoi, à un moment si elle ne bouge pas. Donc Tout à est-ce que fait. ça c'est plutôt négatif ou est-ce qu'au contraire, il y a des fois on n'a pas Alors, le tout choix, à fait, quoi? vous avez raison Stéphanie et merci vraiment pour cette intervention parce qu'en fait là, on est entre le déni et l'évitement. C'est-à-dire que la personne qui successivement va faire je dis que je fais, je ne le fais pas, je m'excuse à moitié parce que ce qui est important, c'est dedans, vous aurez toujours la personne qui n'a pas eu le temps de faire pour de vrai. Il y a toujours, voilà, il ne faut pas partir du principe que tout est noir, etc. Toujours la personne qui a dit qu'elle n'allait pas faire, enfin qu'elle allait faire, qu'elle n'a pas eu le temps pour X, Y raison et qui la fois d'après fera. D'où le truc de se dire, c'est la répétitivité des choses qui nous amène sur des circuits comportementaux. Et quand c'est systématique, c'est-à-dire qu'on sait que la personne part de notre bureau et que de toute façon, elle ne fera pas, là, on est plutôt proche du déni. On est dans la personne, elle ne veut pas voir qu'elle a un souci de handicap et elle ne veut pas se confronter. Et c'est pour ça que j'appelle ça du déni. C'est pas elle veut pas, c'est elle peut pas. Alors pourquoi je mets une différence? L'évitement, la personne, vous revenez sur la situation, vous pouvez en parler, elle aura conscience. Le déni, le psychisme n'a pas accepté le handicap. Vous le voyez sur une façon très simple. La personne, elle tourne en boucle sur vous vous rendez compte, le médecin, il m'a dit que c'était comme ça et moi, je n'ai pas de solution et comment je fais dans ma vie, etc. Et vous avez quelqu'un qui est en train de digérer une situation de handicap, mais qui est incapable de le faire. Ça peut être, je le vois souvent, moi perso, sur les questions du handicap psychique, où il y a une phase où la personne se rend compte qu'il y a un truc, mais sans se rendre compte, en se disant qu'il y a, mais il n'y a pas, et en même temps, tout est extrêmement violemment vécu. Et du coup, dans la personne qui ne va pas faire, mais qui ne va pas faire successivement, elle va avoir une autre type de posture quand vous lui dites, mais là, il va peut-être falloir qu'on y aille quand même. Vous allez avoir quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive, en disant, mais il faut que vous compreniez. Enfin, vous voyez, elle vous demande à vous de faire des efforts. Ça, c'est la personne qui est un peu full au niveau de ses perceptions, qui est complètement sur le saut de toutes ses émotions, de toutes ses difficultés. C'est pour moi la situation la plus difficile à gérer de ce que vous avez à faire, c'est de se faire. Alors, le déni, on n'en sort pas. Ça ne sert à rien de verbaliser, vous avez tel handicap, etc. Si la personne ne peut pas psychologiquement l'intégrer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ferez toujours pire en accentuant. Donc, il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas. Il faut respecter les questions de déni. En fait, je vous conseille plutôt de faire des routes dérivatives. Dès que vous voyez que successivement, la personne n'arrive pas à passer un cap, bah, changez l'obstacle, changez le cap. Parce qu'il n'y a pas de façon, un déni, ça n'est pas vous parce que vous n'êtes pas psy et que ce n'est pas votre boulot, ce n'est pas vous qui allez faire sortir les gens du déni. Parfois, ça peut être parce que la personne, au fond, elle sait qu'elle n'a plus les capacités de faire le truc qu'elle demande de faire. Sauf que ce n'est pas le moment où elle y arrive à le dire ou à le verbaliser, etc. Soit parce qu'il n'y a pas forcément, vous savez, cognitivement, en fait, la personne n'est pas toujours présente pour pouvoir se poser et faire des choses. Et elle n'est peut-être pas dans une phase où, en fait, une recherche d'emploi, c'est possible, ou une formation, ou peu importe. Vous voyez, elle est peut-être dans une autre phase. Là-dedans, il faut changer, il faut dériver. La seule façon de faire, c'est vraiment de mettre en place des étapes pour éviter l'obstacle, le truc sur lequel la personne bloque. Si elle bloque de façon successive, il faut garder en tête que il y a aussi des pathologies qui vont amener ça. Il ne faut pas se... Voilà, je pense que ce n'est pas un gros mot de se dire qu'il faut attendre. Parfois, le temps
c'est la seule façon de pouvoir avancer, c'est de laisser la personne un peu dans sa situation, sans la heurter, sans la brusquer, puis de se mettre des dates peut-être plus ou moins longues. On le voit, je trouve, dans les projets de formation qui n'avancent pas. Personne, elle vient, elle veut faire une formation d'un truc, on lui trouve des solutions, on lui trouve des écoles, enfin, on trouve plein de trucs, et elle ne s'inscrit pas. Elle ne fait pas, vous savez, la démarche, elle ne s'inscrit pas. On sent qu'il y a une espèce de refus de saut systématique. Elle dit oui, mais l'école, machin, ça ne me va pas. Hop, on change, on va rechercher autre chose. On lui retrouve, ah, mais ça ne va toujours pas. Et quand on est dans cette espèce d'incapacité à avancer ou à faire avancer, on est sur des systèmes de déni. Sur le système de déni, on évite l'obstacle. À ce moment-là, vous renvoyez à l'autre. Écoutez ce que je vous propose. Je n'ai peut-être pas, moi, trouvé toutes les informations nécessaires. Et bien, peut-être à vous aujourd'hui d'aller voir. Regardez, puis revenez vers moi quand vous avez la bonne école, quand vous avez la bonne situation, etc. Vous renvoyez la balle de l'autre côté en se disant, le déni, vous ne pouvez rien faire. Plus on va foncer dans l'obstacle et plus vous aurez des réactions vives de la personne, que ce soit dans elle se prostre, elle arrête de parler, elle fonctionne, vous voyez, d'un coup, vous n'avez plus de mail, vous voyez, parce que vous avez été trop loin, ou dans l'autre sens, vous commencez à devenir responsable du truc. C'est de votre faute si. C'est pour ça que dans les postures de déni, évitez les obstacles. C'est pas renvoyer la balle à la personne et rester le plus dans j'accueille ce que l'autre me donne. Voilà. C'est OK pour vous? Je vous ai répondu, Stéphanie, ou pas? Oui, bien sûr. Super. Alors après, il y a, au-delà de ça, il y a donc, ça, c'est des étapes, on n'est pas obligé de tout traverser, hein, c'est pas genre une courbe de deuil, ça dépend comment on vit le truc. Il y a la surprotection. Alors, la surprotection, c'est fastoche, c'est la personne qui a peur de tout depuis qu'elle est en situation de handicap. Elle veut plus de stress, elle veut plus je sais pas quoi, elle veut pas de management difficile, elle veut pas de responsabilité, enfin, elle veut pas plein de trucs, d'accord? La surprotection, c'est la personne qui se dit que son handicap peut à chaque minute, à chaque instant, faire que tout s'effondre en lui. On le voit beaucoup. Je vous amène toujours à réfléchir et à faire raisonner la personne sur qu'est-ce que c'est que le stress? Qu'est-ce qui la stresse? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne veulent plus être stressés. Je trouve quand même que dans le monde actuel, ça pose des questions de comment qu'on fait dans le monde. Parce que est-ce que le métro est un stress? Est-ce que les transports en commun sont un stress? Est-ce que la voiture est un stress? Est-ce que l'échange et l'interaction est un stress? Enfin, vous voyez, de cibler un peu de quoi on parle pour que la personne se rende compte. Et là, vous avez de la cognition sociale. La surprotection, la personne est en capacité de raisonner. Elle a peur. L'émotion derrière, elle a peur. Elle a peur de s'effondrer, ce qui est une peur tout à fait classique quand on a eu une situation de handicap ou quand on a vécu des choses désagréables. La seule façon de gérer la surprotection, pour le coup, c'est de cibler et d'être très précis dans vos questions en disant, je comprends que vous avez peur d'être stressé. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quel type de stress? Parce que le stress, ça peut être un stress social, ça peut être un stress de surcharge de travail, c'est autre chose. Et d'amener la personne à cibler de quoi on parle. Parce que si vous restez dans l'inconscient de la relation, la personne, elle va penser que de façon très magique, vous avez accès à tout ce qu'elle pense, que vous savez. Si elle dit qu'elle a peur du stress, vous allez comprendre. Là-dessus, il faut sortir de cet inconscient et poser les choses avec la personne, notamment parce que la plupart des choses, ce qu'elle pense, ça n'a pas forcément un vrai fondement. Dans la peur, on peut être capable de déraisonner. On connaît tous quelqu'un qui a très peur, je ne sais pas moi, des insectes. Ce n'est pas une peur raisonnée. C'est-à-dire que, voilà, il y a un moment, on se dit, OK, vous avez peur, mais ça ne veut pas dire que c'est dans la réalité que la peur va s'exercer. Voilà. C'est vraiment d'avoir ce niveau-là. Donc ça, c'est les comportements de surprotection ou la réaction. Je vous conseille comme réaction devant la surprotection de verbaliser avec la personne pour qu'elle comprenne ses peurs et qu'elle comprenne que c'est une peur, mais qu'il faut essayer de tester. On ne dépasse ces peurs-là qu'en se confrontant aux situations. Derrière ça, vous avez donc d'autres mécanismes type la surcompensation. Alors ça, la surcompensation, on en voit beaucoup, c'est les super-héros. Voilà, typiquement, les super-héros qui vont commencer à vous expliquer que ils vont pouvoir prouver qu'ils valent quelque chose, que ça va hyper bien se passer, etc. Et en fait, qu'ils vont avoir des mécanismes de « j'en fais trop ». Donc, ils vont vous remplir des dossiers avec 60 pages, etc. Et ça, les mécanismes de surcompensation, c'est en gros le syndrome du héros. La personne, parce qu'elle est en situation de handicap et qu'elle ne le vit pas bien, elle va vous amener dans il faut que je prouve tout le temps. Okay. Ces mécanismes de surcompensation sont excessivement délétères
Et quand on est dans l'accompagnement vers et dans l'emploi, c'est dangereux parce que vous avez des personnalités de burn-out systématique où ils vont accuser l'employeur. C'est-à-dire qu'après, ça devient, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné, on rentre dans la dette émotionnelle de je me suis surinvestie, je me suis effondrée, c'est de leur faute. Et ça, c'est vraiment une posture qui semble au démarrage assez sympa, parce qu'on dirait la personne, elle en veut, etc. Oui, sauf que quand on voit sur un moyen terme, c'est pas si bien que ça. Parce que la personne, systématiquement, en fait, elle clôture ses boulots, ça se passe pas bien. Souvent, elle part et elle est fâchée. Les personnes aussi comprennent pas forcément les réactions vives, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment une posture sur laquelle je vous invite à verbaliser. En fait, personne ne vous demande de prouver que vous valez mieux qu'une autre personne. Vous êtes en situation de handicap. L'employeur doit s'adapter à la situation de handicap, mais vous, on ne vous demande pas de prouver que vous êtes plus que les autres. On vous demande juste de faire le travail qui est demandé, etc. Et donc de normaliser les choses et de renvoyer la personne en disant on ne vous demande pas de faire des horaires jusqu'à 22 heures. On ne vous demande pas. Si votre contrat de travail stipule, je ne sais pas moi, 18 heures, c'est 18 heures. Vous voyez? Et ça, c'est difficile du côté de l'accompagnant, je trouve en tout cas, parce que la première posture, elle est plutôt agréable. En fait, on a vraiment quelqu'un d'hyper dynamique et on met du temps à comprendre qu'elle s'épuise à vouloir prouver que tout va bien. Il y a Jennifer qui lève la main. Oui. La question, du coup, les personnes qui sont dans la surcompensation, ce sont des personnes qui, en fait, se mettent beaucoup de pression toutes seules, en fait. C'est ça? Exactement. Ouais, elles se mettent énormément. En fait, elles ont à cœur de vous prouver que leur handicap, c'est pas grave. Vous voyez, elles sont dans, je vais vous prouver que. Et c'est là le syndrome du héros. Le syndrome du héros, il fonctionne seul. Il s'appuie pas sur les autres. Et il va se surcharger de responsabilités qu'il n'a pas. Le problème, c'est à l'instant T, super. Ça nous permet, les recrutements, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment des personnes qui ont un tempérament super. Sauf que c'est le T+1 où vous voyez des gens qui commencent à mal dormir, qui commencent à travailler jour et nuit, qui vous expliquent qu'ils ont besoin de faire 100 000 trucs, qui prennent énormément de choses alors que malgré tout, il y a une situation de handicap et donc il y a des besoins de repos. Vous voyez? Tout ça se surempile. Et en fait, ça amène la personne. Alors, c'est pour ça que je vous dis vraiment le bout de la surcompensation, c'est les burn-out répétitifs. Et ça se voit sur un CV. Vous avez les gens qui quittent en général au bout d'1 ou 2 ans et qui vous expliquent qu'on leur en demandait trop, qu'ils faisaient trop, etc. Il y a des boulots qui sont sollicitants. Je ne veux pas dire par là que c'est. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de trouver la bonne jauge. La surcompensation, c'est vraiment un type de répercussion comportementale classique dans le handicap. Il faut sentir quand la personne a ce syndrome du héros où elle veut nous prouver des choses et ramener à la base en disant moi j'attends pas de vous que voilà, on renormalise. Ça c'est la réaction que nous on peut avoir et après c'est à la personne de prendre conscience et ça je dis souvent l'intérêt c'est les personnes ont à côté des suivis qui leur permettent aussi médicalement d'être pris en charge pour travailler ces syndromes-là qui sont très en lien avec le handicap. On va continuer avec un échange de Stéphanie. Oui, je voulais rebondir là-dessus. Dans le cas du maintien, on a beaucoup de personnes qui nous disent non, mais j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, alors que c'est vraiment de la compensation du handicap. On est plutôt dans la déni ou la surcompensation parce que des fois, ils sont bien contents de l'avoir, puis ils se plaignent si l'employeur malgré tout ne le met pas en place. Et puis voilà, on est un peu entre les deux, non? Alors là, ça va dépendre des gens. C'est pour ça que je vous dis vraiment, le déni, la personne ne bouge pas, elle n'arrive pas à évoluer. La surcompensation, c'est que vous avez quelqu'un qui est très agile, qui bouge beaucoup, vous voyez, qui est dans l'apprentissage, qui est vraiment dans cet état d'esprit de je ne fais pas attention à moi. Le déni, la personne fait plutôt attention à elle. La surcompensation, pas du tout. Donc, je n'ai pas besoin de telle et telle chose, ça peut être les deux. Ça peut. Après, est-ce que la personne a peur du regard de l'autre, d'où elle ne veut pas qu'on lui amène certaines choses et qu'on ait des aménagements visibles. Alors ceux-là, ils nous le disent en général. Ouais. Mais non, c'est plus oh le repose-pied, c'est pas nécessaire, je me débrouille avec une boîte, ça va être ce genre de choses plutôt. Alors là, oui, c'est encore autre chose. C'est un peu avant l'effet de surcompensation. Vous avez la personne qui n'a pas accepté le handicap et qui est surtout dans, vous savez, parfois c'est parce qu'on a mal qu'on réagit et qui n'est pas dans un principe préventif, mais qui est dans un principe de je marche et j'apprends en marchant. Ça, ce n'est pas forcément des postures qui ne sont pas bonnes.
l'idée, c'est juste d'avoir dans ce genre de... C'est vraiment, on est entre la surcompensation et l'évitement, hein, là. Du coup, il vaut mieux dire, écoutez, moi, je vous conseille quand même de prendre la base au niveau des compensations de handicap parce que l'idée, c'est aussi d'être dans une prévention de la santé et c'est aussi un rôle d'employeur de gérer la santé et la sécurité. Et d'avoir juste des mots très simples pour dire à la personne, je vous conseille de prendre, c'est juste compensation. On n'est pas en train de dire qu'on va révolutionner la planète, mais un repose-pied, c'est quand même un peu plus intéressant qu'une boîte en carton. Je vous ai répondu, je sais jamais Oui, si... oui. Oui, c'est OK. Oui, oui, super. mais après, voilà, c'était plus une remarque qu'une question, mais en effet, c'était plus savoir où la personne se situait, parce que on réagit plutôt, en général, quand la personne nous dit: «Oh ça, c'est pas grave, je ferai avec, ça, c'est pas grave, je fais avec». En général, on met évidemment, dans la boucle le fait, bah, que c'est de la compensation, que, on est là pour ça, qu'on suit les préconisations médicales, que voilà. C'est bien de ramener Qu'ils dans la loi. l'acceptent en Je général. trouve que Ils ne l'utilisent pas toujours, mais Non, mais je trouve que c'est bien de ramener la loi, en fait, de ramener la règle. Parce que je pense que c'est une bonne façon aussi de pouvoir ramener des gens qui vont, quelque part, entre guillemets, un peu lutter en disant je veux pas que ce soit trop visible, etc., de ramener la règle. Et sur les principes de surcompensation, ramener de la réglementation, c'est pas mal. Et enfin, et la dernière partie, Il c'est y a l'agressivité. Souleymane aussi qui a une Oui, pardon. remarque, Anne. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, je voulais juste savoir si ces étapes finalement comportementales peuvent intervenir donc à chaque étape de la vie de la personne, etc. Donc là, on est spécifiquement sur l'acceptation du handicap. Mais est-ce que on peut passer de l'évitement à la surcompensation et revenir dans le déni, ou c'est vraiment un cheminement finalement progressif? Ou est-ce qu'on peut tout à fait être dans chacune des étapes de manière assez aléatoire finalement en fonction des situations rencontrées, ou c'est quelque chose qui est finalement tellement plus profond que ça répond à un cheminement d'étapes, comme on peut le voir dans le deuil de manière générale, quand on perd tous quelqu'un, où on voit qu'on passe par ces différentes étapes, etc. Mmh. Est-ce que c'est aléatoire ou pas? Mmh. Alors, c'est vraiment, on passe pas par toutes les étapes. Sur l'acceptation du handicap, on passe pas par toutes les étapes. C'est vraiment une de ces étapes et après on déroule un fil qui nous amène à autre chose, mais dans l'acceptation au fur et à mesure, sauf le déni qui peut, ne jamais en fait, évoluer. Mais sinon on évolue toujours, il y a toujours un truc qui se passe. Par contre, c'est pas parce qu'on est au démarrage sur des stratégies d'évitement qu'après on arrive dans la surcompensation ou dans la surprotection forcément. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de tout le cheminement. On peut, hein, ça peut être d'abord évitement, je ne veux pas me confronter, puis après je vais être surprotection, hein, les deux peuvent exister dans une vie, mais c'est plus à prendre comme des fils. Là où elle en est à un instant T sur, bah là, le sujet du handicap, mais ça va marcher sur plein de... Tout ce qu'on a du mal à accepter, ça va marcher comme ça. On va passer par, soit je l'évite, soit je ne veux pas le voir, soit je fais hyper attention, soit j'en fais trop, soit je m'énerve partout. Voilà, on va forcément avoir un de ces types de réactions. Ça n'existe pas la personne qui a une problématique et qui tout de suite trouve que c'est hyper sympa. Vous voyez, on ne passe jamais tout de suite dans j'accepte. Mais par contre, les étapes intermédiaires, je ne vous les ai pas notées parce que je pense que sinon il faudrait 5 heures de... Parce qu'en fait, après, il y a des fils qui se déroulent. Vous voyez, une fois qu'on a fait ça, si on a eu le bon mot au bon moment, hop, on passe à une autre étape qui n'est pas notée là. Mais du coup, si je vous suis, on peut rester dans la phase de déni ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il y Absolument. a, il y a, il y a jamais un moment donné, ou même de manière peut-être même cyclique, à un moment donné, le cerveau prend conscience, état de conscience d'une situation. Elle peut Ouais. rester comme ça jusqu'à sa mort, quoi. Hélas, oui. Après, c'est vraiment pas tout le monde, mais il y a des situations dans lesquelles vous aurez un déni qui n'évoluera jamais quand le psychique. En fait, il faut imaginer que l'énergie psychique, bon, c'est de l'énergie, donc ça vient du cerveau. Et quand le cerveau, il est déjà en train de se débattre de beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, tant qu'on n'aura pas enlevé ce premier fonctionnement d'angoisse, et ça dépend, est-ce que la personne en parle, est-ce qu'elle veut aller voir quelqu'un? Oui, non, et ça, on est tous un peu démunis, mais la personne qui dit que ça va bien aller, etc., qui est toute seule dans son truc, bah, elle peut passer une vie dans le déni. Oui, oui, c'est possible. Hélas, il n'y a pas un moment où on raisonne, parce qu'en fait, le déni n'amène pas l'agressivité ou la colère. C'est parce qu'on a de la colère ou qu'on a des ressentis désagréables qu'en fait, on sort de nos mécanismes classiques. On Et voit... oui, la pardon. situation de déni engendre des situations d'échec, dans la Oui. mesure où justement on est réfractaire à l'idée de prendre conscience d'une situation. Ouais. Donc, est-ce que la succession finalement de situations d'échec n'amène pas à lever le déni? C'est ça qui est assez déroutant.
Ouais, mais alors après, c'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde. Vous avez des gens qui vont, au bout d'un certain moment, réussir à conscientiser les choses et à les accepter. Mais tout le monde, on n'est pas égaux sur ces capacités-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aussi attribuer systématiquement l'échec aux circonstances, aux autres. D'accord, ok. Et ça, D'accord. l'idée, c'est vraiment de se dire, je vous le dis là, et je voulais pas rentrer trop dans des détails, parce que quelque part, on n'est pas psy, nous, sur le terrain. En fait, on est confronté à des mécanismes psychiques, donc c'est important d'en parler. Mais vous voyez, pour les différentes étapes, pour moi, en fait, il faut ramener la personne à un suivi extérieur. Vous voyez, il y a un moment où on se dit, bah, ok, ça fait 20 fois que ça marche pas, ça fait 20 fois que la personne revient en m'expliquant que bah, les personnes avec lesquelles elle a travaillé, ça s'est pas bien passé, et elle prend pas conscience que le point commun, c'est quand même son comportement. Et le truc, c'est, on peut essayer d'une fois de le verbaliser avec voilà, tout ce qu'on connaît en communication non violente pour amener quand même qu'il y a des solutions, etc. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Vous allez avoir des gens qui vont à ce moment-là, parce que quand on cherche à sortir quelqu'un du déni, il va y avoir une colère énorme. La personne, elle va être en. Enfin, vous voyez, avoir des réactions complètement démesurées par rapport aux propos. Et ça, je pense qu'on a tous constaté. Il y a un jour quelqu'un qui pète une durite. Et ça, c'est très classique de l'énergie psychique, elle n'est pas là-dedans. La personne n'est pas capable de voir. Donc là, on n'a pas, nous, on n'est pas outillés. Et moi, je ne vous conseille pas d'aller dans elle doit conscientiser. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci Et pour du coup, vos questions. On arrive du coup sur le. Enfin, il y en a sur la quelques-uns fin, qui nous ont quittés, mais pas encore ouais, trop. Si vous pouvez rester encore 10-15 je fais, minutes pour voilà, je fais certains, on va très, très terminer vite. le webinaire. Ouais, merci beaucoup, Karine. Je vais faire très vite. La dernière posture, c'est l'agressivité. Donc, la personne qui, de toute façon, est jamais d'accord avec vous, vous avez toujours tort. La posture d'agressivité commence toujours par non, mais. Ça, ce sont des postures, donc la personne qui s'est sentie victimisée, etc., qui dit que le handicap, c'est son problème dans la vie et que de toute façon, on ne lui fait pas confiance, etc. Devant une posture d'agressivité, ramenez systématiquement au cadre et à la loi, n'acceptez jamais aucun débordement. Vous sortez la personne de façon très simple. Elle arrive, vous sentez qu'elle est hyper agressive, vous posez le cadre en disant, ben voilà, on a ensemble aujourd'hui, je ne sais pas, un rendez-vous de 20 minutes. Je vous demande juste de respecter quelques règles simples. On se parle correctement, on ne s'incendie pas, etc. On est là pour travailler ensemble. Mon objectif durant cette réunion, c'est de est-ce que vous êtes OK avec ça? Et une fois que vous avez l'acceptation de la personne, si elle ne s'énerve pas, si elle ne râle pas, etc., à ce moment-là, vous pouvez y aller. Sinon, je vous invite plutôt à remettre dans le cadre en disant, écoutez, je suis désolée. Et comme vous le savez, on respecte ici un certain des règlements intérieurs. Ce règlement intérieur ne me permet pas de pouvoir échanger avec vous sereinement. Je vais vous inviter à ce moment-là à un autre rendez-vous. OK? On diffère. L'agressivité, pour vous, c'est extrêmement destructeur à terme. Pour la personne qui a ça, de toute façon, elle n'entend rien. Elle n'écoute pas, elle est dans son vécu, dans ses trucs. La posture d'agressivité évolue au cours du temps, hein, faut le savoir. Ça évolue, c'est parce que la personne, elle est en train de se débattre. Je sais que le comportement, il peut faire super peur, mais ce n'est pas forcément des comportements qui sont contre vous, en fait. Hein. On le prend, nous, contre nous, parce qu'on est prévu pour ça. Le cerveau est ainsi fait, mais l'agressivité, c'est surtout la personne qui a du mal à se débattre d'elle-même. Donc, la seule posture, on ramène au cadre, on ramène à la règle systématiquement et surtout, on n'accepte pas des débordements parce qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, on s'en sort plus. C'est toujours une personne qui n'accepte pas et qui s'est sentie victime d'eux. On peut aussi passer par les postures d'empathie, à être très dans écoutez, je comprends que ça soit difficile pour vous, je suis là pour vous aider, on va essayer de trouver des solutions et en général, ça permet de redescendre la sauce et surtout, veillez bien à avoir un ton excessivement doux et à avoir un corps qui ne bouge pas trop. Devant une posture agressive, la personne, elle va être un peu au taquet, en hypervigilance, on appelle ça, pour comprendre si vous êtes stressé face à elle. Alors, parce qu'on a un petit peu embêté avec le temps, je fais très vite. Je vous ai mis aussi la question de la douleur parce que je pense que c'est important. On fonctionne aussi avec des gens qui ont des douleurs chroniques. Hein, donc, dès qu'on a une douleur chronique, on a des répercussions. Donc, on a des gens qui vont être plus fatigués matin ou après-midi. Donc, quand on les voit et qui ont du mal à comprendre ce qu'on dit, on peut être très déstabilisé dans un entretien. N'hésitez pas à reformuler ce que vous vous êtes dit par un petit mail rapide. Ça permet à la personne d'imprégner ce que vous vous êtes dit. Il y a des difficultés à gérer la charge cognitive. On a du mal à appréhender ce que c'est qu'une charge cognitive, mais rester focus sur un sujet, la personne, elle peut commencer à partir à droite, à gauche, dans sa tête et vous le dire. Vous ramenez juste voilà, au cadre. Ne le prenez à nouveau pas contre vous. C'est vraiment la question de la gestion de la douleur. Un cerveau qui est prisonnier d'une douleur va fonctionner de façon extrêmement dégradée.
Le ressentiment envers la douleur, donc à nouveau dans les sphères émotionnelles, n'oubliez pas qu'on peut très très mal vivre le fait d'avoir mal et d'avoir cette sensation que cette douleur nous pourrit la vie, qu'on ne peut plus rien faire et devant ce sentiment-là, pareil, ça prend toutes les sphères qui sont au milieu du cerveau et empêchent un raisonnement, maîtriser le débit de parole et puis l'émotivité. Je voulais juste vous montrer ces IRM-là, voilà, pour que vous voyez tout ce qui est impacté par la douleur. Là, c'est de la douleur chronique. Donc ça fait au moins 3 mois que la personne elle a mal. Toutes ces zones qui sont là, en fait, sont touchées et impactées par la douleur. D'accord? On dit aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 47 récepteurs neuronaux qui sont touchés sur une centaine. C'est énorme, en fait, ce que la douleur chronique amène. Et il y a tellement de situations. Voilà, là, je vous montre un cerveau normal qui est en train d'échanger et de papoter. Donc, ce qu'on voit, là, je vais vous le décrypter un petit peu. Zone occipitale, à l'arrière, la personne est en train de visualiser ce qu'on se raconte. Ça lui donne des petites images, en fait, qu'elle se fait dans la tête. Ici, sur la zone où il y a le décryptage, le décodage en sens des mots qu'elle entend. Et elle se fait ici une réflexion et un raisonnement, vous voyez, parce qu'elle est en train de l'intégrer dans la mémoire. Vous avez ici les zones qui sont les zones, hop, qui descendent dans le corps. Donc, ce sont les zones posturales. Et quand on regarde le cerveau de quelqu'un qui est en dépression, regardez, la situation est strictement identique, c'est à savoir qu'on est en train de lui parler. L'attention de la personne, donc le rouge, c'est là où l'énergie est. L'énergie est globalement sur rester debout. Et ici, il essaye de faire de façon non automatique, de mettre du sens sur ce qui est dit. Bon. Ça, c'est pour que vous voyez qu'il y a des répercussions. Tout ça, c'est dans le cerveau de la personne. Vous avez quelqu'un qui va être soit un peu amorphe, enfin, vous voyez, dans une situation qui est difficile. Voilà, le cerveau humain fonctionne de façon très différente en fonction des gens, mais surtout devant certains handicaps. Et je vous en ai mis un là qui est les personnes non-voyantes. Donc, les cortex auditifs, ça veut dire on est en train de parler à quelqu'un qui voit et à quelqu'un qui ne voit pas. Regardez, le cerveau ne fonctionne pas de la même façon du tout. Donc déjà, on voit que là, c'est la zone qui décode et qui met du sens sur les mots. Elle est plus active sur une personne qui ne voit pas. Et en fait, les zones occipitales, donc les zones de la vision, en fait, sont également utilisées parce que la personne, en fait, se fait un chemin auditif de ce qu'on se dit. Mais en tout cas, ça prend de l'énergie au cerveau, hein, parce qu'on ne voit pas, mais il se passe aussi des choses en haut. Et en fait, tout ça, c'est pour vous amener que forcément, ça amènera une fatigabilité. Tout ce qui sollicite plus le cerveau amènera une fatigue, fera que la personne ne pourra pas fonctionner de façon, entre guillemets, classique. Et c'était vraiment l'objet de cet échange d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez voilà, des choses à me... J'avais bien aimé, moi, Anne, quand tu m'avais Oui. montré voilà, ces cortex qui montraient vraiment, voilà, du coup, intrinsèque le fonctionnement du cerveau, parce que du coup, ça on ne peut pas le repérer, nous, de l'extérieur, forcément. Et du coup, ça met vraiment en image ce qu'on peut voilà, retenir et comprendre des messages que tu veux nous passer aujourd'hui. Et j'avais bien aimé aussi le fait que tu expliques que les personnes malvoyantes, elles vont être beaucoup plus sensibles à la douceur de la voix, aux odeurs, à la manière dont elles sont accueillies. Enfin, c'est des choses où on n'a pas toujours ces comparaisons-là voilà, d'une pathologie à une autre. Et je trouvais ça important de pouvoir peut-être en reparler. Tout à fait, sachant que donc il va y avoir 2 distinguos. La personne qui est non-voyante de naissance, donc au niveau du cerveau de la personne, elle ne va pas forcément fonctionner en image, hein, parce qu'elle ne peut pas. Donc elle va décoder, elle va être beaucoup plus sensible à autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est dès que le cerveau est prisonnier, parce que ça lui demande plus d'énergie de fonctionner, une personne non-voyante, fonctionner dans un monde de voyants, c'est plus difficile. Du coup, la personne va être plus sensible. Donc vous allez avoir des réactions plus vives. Vous allez avoir quelqu'un qui soit va avoir des colères plus fortes, soit va avoir besoin de peut-être plus de cocooning. Vous voyez, vous n'allez pas avoir le même type d'échange. Tout ça, c'est vraiment de se dire, un cerveau est ainsi programmé pour avoir une quantité d'énergie qui est finie. Et ça, c'est tout cerveau humain. Maintenant, dedans, c'est dès que vous avez douleur chronique ou une difficulté quelle qu'elle soit, je pense aux personnes sourdes, pareil. Le fait de devoir en permanence être en compensation parce qu'on leur dit la lecture labiale, c'est super pour fonctionner dans un monde d'entendants, je remets en cause, hein, aujourd'hui, la science remet quand même ça en cause parce que ça leur sollicite tellement le cortex qu'ils n'arrivent plus derrière à se concentrer, etc. Et donc, ça les épuise à terme. L'objet, c'est vraiment, alors encore une fois, plutôt d'ouvrir les débats sur ces sujets-là et puis de vous amener ce sens. Alors, j'aurais pu vous mettre 600 IRM de cerveau, de plein de choses, mais c'est vraiment juste de comprendre qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et c'est pas parce qu'on la personne, elle ne sait pas forcément toujours le verbaliser. Donc, c'était juste vous donner des tips, des guides
en disant les comportements des personnes en situation de handicap peuvent parfois être particuliers. Il ne faut pas toujours prendre les choses contre soi parce que c'est très humain et je me dis souvent, voilà, l'idée c'est aussi de savoir mettre ça à distance et d'essayer d'être dans un raisonnement de où est-ce qu'elle en est, comment elle vit le truc, comment moi je peux accompagner et quelle est ma limite, et ça c'est hyper important aussi, jusqu'à où je vais. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Il y a Samantha qui dit merci. Je ne sais pas si elle Merci. doit nous quitter. En tout cas, je n'ai pas de remarques hautes dans le Pardon, fil de je voulais conversation. juste, moi, vous remercier pour le contenu de ce webinaire. Je trouve qu'effectivement, je rejoins pardon, ce que Anne-Cécile disait au début. Ça change de tout ce qu'on peut avoir sur effectivement les outils qu'on a pour travailler. Et je trouve que c'est beaucoup plus percutant. Enfin, moi, c'était une volonté aussi dans mon cadre professionnel d'en savoir plus sur les comportements, sur certains types de pathologies, etc. Donc, je remercie vraiment l'ensemble de l'équipe Keops pour ça et j'espère qu'effectivement, il y aura d'autres webinaires à venir aussi enrichissants. Voilà. Merci pour ce retour parce que c'est voilà, on a à cœur de développer tout ça aussi pour vous. Super. Merci beaucoup. Il y a Jennifer qui voulait aussi intervenir. Oui, c'était très intéressant. Personnellement, enfin voilà, j'aurais encore 10 000 questions. Je me dis vivement un prochain pour voilà, soit remettre une couche ou parler plus en détail d'un handicap précis, mais très intéressant et je pense que c'est très utile d'avoir souvent des rappels comme ça dans notre pratique. Très très bien. Voilà, on a Merci. pas mal de collaborateurs Merci beaucoup, Jennifer. présents qui remercient pour l'excellente présentation, l'intérêt porté. Une présentation vivante qui fait réfléchir. Voilà, on aurait plaisir à t'écouter encore, Anne, de longs moments. Donc peut-être qu'on aura sujet à voir après en pratique derrière comment on aura pu, avec les apports d'aujourd'hui, arriver à mieux repérer certains comportements et trouver la bonne posture. Donc on verra peut-être, voilà, ça peut faire l'objet d'échanges, mais il y aura bien sûr d'autres webinaires aussi sur le fonctionnement du cerveau, des neurosciences. Enfin voilà, on abordera d'autres sujets sur 2024 avec vous. Écoutez, merci beaucoup hein, Karine, merci beaucoup Anne-Cécile et merci à tous pour votre participation parce que c'est vraiment très agréable de mon côté Merci à d'avoir des vous. gens qui parlent. Donc voilà, si jamais, je ne sais pas, tout à l'heure, vous avez des questions, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été claire, n'hésitez pas hein, à poser vos questions, je répondrai à tout le monde évidemment, n'hésitez pas, voilà.